Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache. La question de l'articulation entre les combats pour l'émancipation des femmes et les autres luttes sociales est vieille comme le mouvement ouvrier et comme le socialisme. Elle est toujours autant d'actualité, évidemment, à une époque où le mouvement MeToo a une puissance indéniable, mais ne paraît pas vraiment remettre en cause les structures socio-économiques générales des rapports de domination. Parmi les figures historiques du mouvement révolutionnaire, il y en a une en particulier qui a été confrontée à ces problèmes, Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai était la première femme de l'histoire à être ministre dans le gouvernement révolutionnaire russe en 1920. Ça a été aussi la première femme à faire une carrière de diplomate, puisque le régime stalinien l'a mise à l'écart longtemps en la faisant ambassadrice à l'étranger. Elle est surtout connue pour ses idées très modernes sur le couple et sur l'amour. Idées qui sont le sous-titre de ce livre, qui s'appelle Kollontai, aux éditions de La Fabrique. Défaire la famille, refaire l'amour. Le sous-titre de ce livre, donc, écrit par l'historienne Olga Bronikova et le philosophe Mathieu Renaud, que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Parmi ces idées extrêmement modernes et qui ont fasciné, qui fascinent toujours d'Alexandra Kollontai, il y a celle selon laquelle, par exemple, le mariage et la fidélité représentent une captivité amoureuse dont il faudrait se libérer. Ça préfigure un peu les idées actuelles et les pratiques sur le polyamour. Elle-même a eu une vie amoureuse particulièrement riche. Elle a eu beaucoup de liaisons, de partenaires, souvent beaucoup plus jeunes qu'elle. Ça lui a valu des moqueries, l'accusation de Lénine lui-même d'être décadente, je crois. Elle a milité, d'un autre côté, pour la dépénalisation de la prostitution, et elle l'a appréhendée comme une modalité parmi d'autres du rapport économico-sexuel au même titre que le mariage. Selon elle, donc, dans la société capitaliste, il y a un rapport économico-sexuel qui soumet l'homme à la femme. Elle a posé finalement la question de l'articulation entre les structures matérielles, les rapports économiques d'un côté et les formes de l'amour de l'autre, avec cette idée que la sortie de la société capitaliste, le changement des structures socio-économiques, allait s'accompagner d'un changement dans la nature même de l'amour. Et elle a parlé d'un amour camaraderie. On peut peut-être revenir d'abord sur son itinéraire à elle, puisque elle a une assez longue vie. Elle est née en 1872, je crois, elle meurt en 1952 à l'âge de 80 ans. Elle est issue de l'aristocratie. Kollontai, c'est le nom de son premier mari, qui appartient à l'aristocratie tsariste, mais elle va s'engager assez vite dans le mouvement révolutionnaire. Oui, elle s'engage dès la fin des années 1890. Elle est proche, de toute façon, comme plein de femmes et d'hommes aussi de l'aristocratie du mouvement socialiste dans sa tradition russe, populiste, jusqu'à ce qu'apparaisse, au début des années 1880 et pendant les années 1890, le marxisme en Russie. Elle va devenir marxiste, et comme beaucoup d'autres, en voyageant à l'étranger, en voyageant en Europe occidentale, quitter mari et enfant pendant un certain temps. Elle va se séparer, divorcer de son mari, mais rester proche de son fils toute sa vie ensuite, pour avoir une formation marxiste plus élaborée. Elle revient en Russie. Elle ne s'intéresse pas du tout encore à la question des femmes à cette époque-là. Au départ, c'est vraiment l'émancipation de la classe ouvrière qui l'intéresse. Et il y a la révolution de 1905 qui se produit, révolution avortée en Russie, après laquelle elle va s'intéresser à ce qu'on appelle donc la question des femmes. Mais pour quelle raison dans un premier temps ? Pas parce qu'elle y est très sensible, parce qu'elle voit que les mouvements bourgeois, enfin le féminisme, mais qui dit féminisme à l'époque dit féminisme bourgeois, c'est un mouvement bourgeois, tend à attirer les femmes de la classe ouvrière, ou essaye d'attirer les femmes de la classe ouvrière. Et c'est d'abord pour résister au féminisme bourgeois et à son mot d'ordre, comme elle dit, femmes de toutes les classes, unissez-vous, qu'elle se mobilise. Mais au fur et à mesure, elle commence à s'intéresser de très près à cette question. Elle développe ce qu'on pourrait appeler vraiment déjà une stratégie femme, qui pose que ce qui va rester son point de vue pendant toute sa carrière après. Le point de vue, c'est
le féminisme socialiste, qu'elle n'appellerait pas encore le féminisme socialiste, mais la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte pour l'abolition de la famille, on pourra revenir sur cette question, la lutte pour l'émancipation sexuelle, est partie intégrante de la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière ou des masses populaires de manière générale. Donc elle est partie d'un tout plus important, mais, et c'est sur ce deuxième point qu'elle insiste et qui est peut-être le plus important pour elle, elle est partie autonome, indépendante. Et essayer de tenir ces deux choses-là en même temps, donc partie intégrante et partie autonome, on se donne ses propres mots d'ordre dans la lutte pour les femmes, c'est le combat de Kollontai, et qui est encore doué d'actualité, à mon sens, pour trouver une articulation entre les deux. Voilà. Et pendant tout, elle va être en exil en Europe à partir de 1908 ou 1909. Elle va être proche de Clara Zetkin au sein de l'Internationale socialiste des femmes. Elle va être proche après de Lénine au lendemain de la Première Guerre mondiale en préparation de la révolution russe. Et en 1917, après l'insurrection d'octobre, elle devient commissaire du peuple à l'assistance publique, ce qui veut dire tout simplement ministre de la Santé, et à la guerre civile, mais elle continue à développer ses thèses sur l'émancipation des femmes, sur la révolution sexuelle, jusqu'à 1922-1923, mais on pourra en reparler, moment où elle est mise en minorité au sein du parti bolchevique et part à l'étranger pour avoir une carrière de diplomate très importante, première femme ambassadrice au monde, mais qui n'a pas vraiment été pour elle un choix à la base. Oui, mais c'est quand même ce qui lui a permis de survivre au stalinisme, parce qu'elle a pas mal d'amis, et notamment l'un de ses compagnons qui a été purgé, qui a été exécuté par le régime, me semble-t-il, a échappé, alors qu'elle était connue pour être en fait déviationniste par rapport à la ligne stalinienne. Si je me souviens bien, Staline l'épargne comme quelques autres, parce que c'est une figure dont il considère qu'elle est utile pour ne pas avoir des relations trop difficiles avec l'Ouest. Alors il y a différentes raisons, je pense, à ce qu'elle a été épargnée. Bon, déjà, elle continue à correspondre avec Staline. Elle le ménage, elle se ménage en essayant d'avoir des relations à peu près correctes avec Staline. Elle est à l'étranger. Elle est en Finlande et en Suède, c'est ça ? Norvège, Suède, avec un petit passage au Mexique aussi. Ah oui. Oui, où elle avait du mal à cause de problèmes de santé, de rester là-bas. Elle est restée qu'un an. Il faut savoir qu'elle avait son fils en Union soviétique, donc elle pouvait avoir peur aussi pour son fils, tout simplement. C'est un peu dur à... Nous, en fait, on s'est centré vraiment dans cet ouvrage sur la trajectoire féministe de Kollontai, dont on peut considérer qu'elle s'achève quasiment en 1925-1926. Dans son autobiographie, Kollontai dit que le combat pour l'émancipation des femmes et la révolution sexuelle, je ne sais plus les termes exactement, est la chose la plus chère dans sa vie. Mais en fin de compte, elle ne peut plus avancer parce qu'elle n'a jamais dissocié cette pensée féministe, enfin féministe socialiste ou féministe bolchevique, d'une intervention politique. À partir du moment où elle ne peut plus intervenir, finalement, elle ne continue pas à développer ce travail théorique, qui était un travail en fait théorique et idéologique toujours. Pour Kollontai, qu'est-ce qui régule les sociétés bourgeoises capitalistes ? C'est la logique de la propriété privée. La logique de la propriété privée, bien sûr, tout le monde sait, au moins depuis Marx, mais depuis plus longtemps que Marx, elle gouverne l'économie capitaliste, c'est la base. Sauf que Kollontai dit, en fait, elle gouverne toute la vie des individus, la vie sociale, mais jusqu'à la vie intime. La logique de la propriété privée, elle est là, au sein même des structures, des superstructures familiales, au sein même de la morale sexuelle, au sein même de la morale amoureuse. Le couple conjugal monogamique, tel qu'on pourrait dire, on le connaît encore maintenant, est fondée sur cette idée de la propriété privée, propriété de l'autre, réciproque, ou plus ou moins réciproque, propriété sur son corps, et dit Kollontai, de manière plus grave encore, et seulement depuis l'ère capitaliste, bourgeoise, propriété psychique. C'est-à-dire, vraiment appartenance. On dirait emprise aujourd'hui, peut-être. On dirait emprise, mais l'emprise pourrait être considérée comme juste l'extension de ce que rend possible cette logique-là. Propriété privée qui régulerait aussi les rapports entre parents et enfants. Enfin, ce qui intéresse Kollontai, c'est le rapport mère-enfant. Voilà, le désintéressement pour les enfants des autres, la tendance à n'avoir d'attention que pour ses enfants. Mais en fait, c'est une logique affective, la logique de la propriété privée. Peut-être avant tout. C'est une manière de se rapporter aux autres
et de se rapporter aux choses qu'elle combat. Voilà un peu la base de sa critique de la famille bourgeoise. Et l'idée de Kollontai est de dire ça ne sert à rien de penser qu'on va la combattre, cette logique-là, sur le plan de l'économie, sur le plan de la base ou de la structure, enfin selon ce qu'on dirait un marxisme vulgaire, et tout découlera, et l'émancipation des femmes découlera de ça. Non, le combat sur le plan idéologique fait partie intégrante aussi de la lutte, et il faut faire les deux à la fois. Mais ça, le fait qu'il n'y ait pas de traduction directe dans les superstructures, c'est-à-dire les formes du couple, de l'amour, du changement des infrastructures matérielles, ça même Lénine le dit, puisque si l'on en croit ce que raconte Clara Zetkin, il se moque de Kollontai auprès de Zetkin en disant qu'elle fait partie des gens qui s'imaginent que les relations sexuelles deviendront aussi simples que de boire un verre d'eau. C'est ça, une fois que la révolution communiste sera advenue. Lénine, qui comme Trotsky d'ailleurs est un peu prude quand même s'il n'est pas non plus, sa vie personnelle d'ailleurs ne le porte pas spécialement à l'ascétisme, il le dit lui-même, mais il ne croit pas non plus, il considère que c'est des fantaisies de jeunesse tout ça, il ne croit pas non plus, il ne croit pas non plus à une libération sexuelle qui correspondrait un peu, qui correspondrait à ce qu'esquisse Kollontai. En fait, il voit ça comme une sorte de communisme sexuel le plus grossier qui soit, au sens, c'est très limité. Alors pourquoi Lénine, qui est beaucoup plus fin d'habitude sur d'autres choses, imagine que là, Kollontai, même si elle n'est pas nommée, c'est la jeunesse, mais derrière ça, c'est Kollontai, pense que tout le monde va coucher avec tout le monde. En plus, il y a tout le problème à l'époque de la santé de la population, de l'hygiène. Il est très hygiéniste, mais comme tout le monde, et comme Kollontai aussi. Par ailleurs, alors que Kollontai avait bien dit, et dira quelque chose de cet ordre, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'il faut déculpabiliser, démoraliser les relations sexuelles. Et en effet, elle le dit à un moment, faire l'amour deviendra aussi simple dans la société communiste que de boire un verre d'eau. Sauf que ça, premièrement, quelqu'un l'avait dit avant elle, et l'avait beaucoup plus répété qu'elle, c'est Auguste Bebel, dans un classique La femme et le socialisme, des rapports entre marxisme et féminisme. Il dit plusieurs fois, personne ne s'en était ému. Alors pourquoi, quand Kollontai dit quelque chose de cet ordre, ça devient tout de suite scandaleux? Bon, c'est une femme, on comprend bien le problème dans cette affaire. Et même Bebel, lui, s'appuyait sur Luther. Alors on a trouvé quand même plus compromettant comme source. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est vrai, il y a ça chez Kollontai, quelque chose qui ressemblerait à une théorie du verre d'eau en ce sens-là, mais... pour Kollontai, c'est juste la base de quelque chose de plus important, de bien plus important, qui est une réinvention des rapports amoureux de manière générale comme enrichissement de la psyché. Quel est le seul critère moral pour Kollontai pour juger d'une relation amoureuse? C'est est-ce qu'elle enrichit l'âme des partenaires, des deux ou parfois plus partenaires? Voilà ce qu'elle pense. Il faut augmenter le potentiel amoureux ou le potentiel érotique de toute la population. Voilà ce qu'elle pense, et ça ne se réduit absolument pas à cette théorie du verre d'eau, qui est pourtant une sorte de base. Et Kollontai va être combattu, même après son départ, pendant toutes les années 20, cette théorie du verre d'eau, qui lui sera plus directement associée après qu'elle ne l'était par Lénine, qui ne le dit pas trop, mais il pense à elle. Il y a cette phase un peu mythique des tout premiers mois, des premières années qui suivent la révolution de novembre 1917, qui aurait vu une ouverture extraordinaire, une émancipation dans le domaine des mœurs, dans la société russe, et puis ça se serait refermé très rapidement. Et Kollontai est un peu l'emblème finalement de cette période-là. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai? Dans quelle mesure est-ce qu'elle a été, elle, en prise avec tout ça? Alors, c'est difficile à savoir. On sait que ces conférences qu'elle faisait sur la libération sexuelle, notamment à la conférence à l'université Sverdlov, qui formait de futurs communistes, avait un grand succès. Et on croit savoir que Kollontai, qui écrivait aussi des lettres à la jeunesse laborieuse, avait beaucoup d'aura auprès de la jeunesse soviétique, qui était le fer de lance, en fait, la jeunesse de cette révolution sexuelle. Après, à mesurer davantage, je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que du point de vue des idées, du point de vue des imaginaires, et pour les pratiques, il faudrait aller voir plus loin que ce qu'on a pu faire. Ça foisonne à cette époque-là. En tout cas, du point de vue de la législation, c'est le moment où le divorce est autorisé, et même l'avortement. Oui, alors, je vais mettre
de limite les lois sur le code de la famille. Kollontai y participe, ça facilite le divorce. Et en même temps, elle trouve que c'est pas aller assez loin. Parce que pour elle, on ne peut pas abolir la famille en augmentant, comme c'est fait, la dépendance entre les membres du couple. C'est-à-dire qu'il faut briser le couple conjugal comme entité légale. Elle ne voulait pas, par exemple, ça peut paraître un peu tendancieux, que les hommes, quand il y a divorce, versent des pensions aux femmes individuellement. Ce que ça, elle dit, c'est encore ancré dans le droit. Le couple conjugal, le couple matrimonial, ce qu'il faut, c'est des taxes financées par l'État, par le collectif ouvrier, peu importe. Donc, en fait, réforme de la famille, plein d'avancées, mais qui, pour elle, ne vont pas assez loin. Il faut vraiment rompre tout ce qui maintient le couple comme entité légale. La seule chose qui intéresse l'État, comme elle dit, c'est le rapport des parents ou de la mère aux enfants. Et sur l'avortement, alors c'est un peu ambigu, c'est en 1920, parce que le premier motif est quand même un motif d'hygiène. Oui. C'est déjà beaucoup de l'accepter, oui. Au nom de l'hygiène, de dépasser la morale et la morale bourgeoise. C'est déjà les femmes qui avortent. C'est pas rien. C'était pas rien. Mais Kollontai le dit elle-même, enfin la loi le disait elle-même. Ce n'est pas au nom de l'émancipation des femmes qu'on a fait ça, tout simplement parce qu'il trouvait pas ça très émancipateur en soi. Il disait en gros quand la société communiste existera, plus aucune femme ne voudra avorter. Bon, on voit les limites parfois. Voilà, on voit un peu aussi le type de logique qui animait Kollontai. Enfin, ce que vous dites de son rapport à la loi sur le divorce, elle considère que le divorce par consentement mutuel, c'est toujours pas la dissolution radicale de l'institution du couple et de la famille mononucléaire. Ça montre qu'elle est vraiment conséquente du point de vue théorique, et ça fait quand même un peu penser au socialisme utopique du 19e siècle, non ? Aux utopies fourriéristes, par exemple, de communautés, entre autres sexuelles. Oui, c'est un peu une de ses sources. Quand je disais l'influence qu'avait eue sur elle le socialisme russe du 19e, dit populiste, en fait, c'est un socialiste qui était largement inspiré par le socialisme français, romantique, utopique, comme disait Marx, de Fourier et d'autres. Après, ce qu'elle imagine aussi en termes sur les maisons communes, l'habitat commun, sur les... voilà. Elle a un texte utopique avec lequel on finit le livre qui date de 1923, qui s'appelle Bientôt, dans 48 ans, qui est censé une histoire qui est censée se passer en 1970. Et elle imagine le monde du futur comme une grande fédération de communes. Et en fait, c'est un modèle communaliste dont une des sources est celui-ci aussi, même si, après, elle peut faire des critiques de Fourier pour différentes raisons, peu importe, mais en tout cas, c'est évident que c'est une des sources. C'est une coïncidence intéressante qu'elle situe cette société communaliste et cette vie communautaire dans les années 70, puisque précisément, ce sont les années 70 quand même qui ont expérimenté beaucoup le mode de vie communautaire et plus largement qui ont vécu ces tentatives avec la libération sexuelle. Quelqu'un comme Wilhelm Reich, par exemple, est-ce qu'il est dans l'affiliation explicitement de Kollontai, c'est-à-dire l'un des penseurs de la révolution sexuelle ? Alors, on n'y avait pas pensé qu'à 70 que c'était une drôle de coïncidence, c'est vrai. C'était presque une... C'est amusant. Bon, pour elle, c'est allé beaucoup plus loin que mai 68 et la suite. La révolution russe l'a emporté, est devenue une révolution mondiale. Ce qui est drôle, c'est pas du tout un modèle industrialiste après. C'est un modèle commune. On a l'impression que c'est des communes agricoles. Il n'y a plus d'industrie. Et même, ils n'utilisent plus l'électricité. Ils n'en ont plus besoin. Ils utilisent des rayons de lumière. Et en fait, l'industrie est reléguée aux périphéries. Enfin, c'est quelque chose de régions plus arriérées. Eux, ils n'ont plus besoin. Reich, pour revenir à Reich qui écrit ce qu'il écrit sur la contre-révolution sexuelle en Russie, en Union soviétique ou en Russie soviétique, fait très peu de référence à Kollontai. Il y en a, à ma connaissance, mais très peu. Je pense qu'il ne connaissait pas bien pourquoi elle n'avait pas été traduite. Ça avait été réprimé, la pensée de Kollontai. Donc je pense que Reich lui-même en avait une idée assez vague. Même si, bien sûr, on y fait référence 2-3 fois à Reich dans le livre, sans aller plus loin, parce que le but était de se centrer vraiment sur la pensée de Kollontai et la trajectoire de Kollontai. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus à faire sur une lecture un peu parallèle de Reich et Kollontai. À partir de quel moment sa pensée est traduite
et transféré de ce fait à l'Ouest. Est-ce que, par exemple, chez les écoféministes marxistes, qui ont beaucoup travaillé à partir des années 70, elle a une place particulière ? À ma connaissance, non, elle est relue. Alors, après mai 68, dans les années 70, c'est chez Maspero qui est publié le recueil qui fait encore autorité, parce que c'est le seul qui est maintenant à la découverte, mais épuisé. Je ne sais pas s'ils vont le republier, qui s'appelle Marxisme et révolution sexuelle. Il y a une actualité de Kollontai en France et plus généralement en Europe occidentale après les années 70. Ça chute dans les années 80, comme dans les années d'hiver, avec le marxisme en général. Et la là, révolution conservatrice. Il y a un retour depuis quelques années, voire depuis une décennie, de la figure de Kollontai qui est un peu, qui est contemporaine d'un regain d'intérêt, malgré tout, on pourrait dire relatif, mais quand même important pour le marxisme et pour le féminisme marxiste. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle réapparaît. On n'a pas vu de... Comme je dis, on s'est vraiment centré sur Kollontai et sur sa trajectoire plus que sur ses héritages, mais je ne pense pas qu'il y ait de référence à Kollontai dans un écoféminisme, alors qu'il pourrait y en avoir sur plusieurs points, notamment sur tout ce qui est dit, parfois sur les supposés communismes primitifs. Merci beaucoup. Merci. Mathieu Reynaud pour cette présentation du livre Kollontai, donc Défaire la famille, refaire l'amour, que vous avez publié aux éditions de La Fabrique avec Olga Bronikova, personnage toujours aussi fascinant. C'est une invitation à découvrir cet univers révolutionnaire, celui d'Alexandra Kollontai.